Donc, bienvenue à tous. C'est donc un webinaire qui est dédié à découvrir les expertises de nos adhérents, les adhérents de Pays Basque Digital. Pays Basque Digital, c'est une association du Pays Basque qui est dédiée aux professionnels du numérique. Donc, elle permet de les regrouper et de les mettre en dynamique, en synergie, justement, comme on vient de le faire à l'instant, puisque Xavier a rejoint Pays Basque Digital il y a quelques mois. Et donc voilà, ça représente l'écosystème numérique du Pays Basque entre les organismes de formation, les professionnels du numérique. Et donc, on essaie d'échanger et de favoriser des synergies. Bienvenue à HR, on parlait de vous en plus, ça tombe très bien. Donc, du coup, l'idée de ces webinaires, c'est de donner la parole à un adhérent de Pays Basque Digital et puis vous laissez découvrir leur expertise. Sachez, notamment pour HR qui vient de nous rejoindre, que vous pouvez, sur le site de Pays Basque Digital, si vous avez un projet, une idée d'application, un projet de site web, vous pouvez déposer sur le site de Pays Basque Digital l'idée de votre projet. Et nous, on envoie à tous les adhérents de Pays Basque Digital. Et ainsi, ils pourront répondre à votre demande. Donc voilà. Je vais laisser du coup maintenant la parole du coup à Nicolas Esteban, qui représente Bonjour. l'entreprise Algotech et qui va nous présenter l'outil Vision, qui est très pratique en termes de no-code pour créer de manière facile des applis, etc. Merci beaucoup à toi, Nicolas. Merci, merci Nila. Bonjour à tous. Effectivement, Nila, tu as fait une bonne introduction. Bon, on se laisse à peu près une demi-heure, c'est ça, hein, c'est ce qu'on s'est dit. Voilà, 25 minutes, une Exactement. demi-heure. N'hésitez pas à poser des questions. Olivier Fernandez, qui est ici présent, et notre responsable marketing, il pourra répondre peut-être entre-temps. Et sinon, moi, je reviendrai sur les questions des uns et des autres. Je vais vous partager mon écran. Je pense que ça sera plus simple. Bienvenue, Guillaume. Voilà, Bonjour, désolé du retard. pas de Pas de souci. souci. Donc je vous partage mon écran. Là, c'est notre nouveau site internet, tout frais, tout nouveau, tout beau. Donc sur algotech.vision, hein, c'est vraiment l'extension Vision. Et donc, voilà, je vais vous parler de Vision. Vision, c'est une technologie que chez Algotech on a créée. Ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille dessus. On a plus d'une trentaine de clients en production. Et chacun de ces clients ont entre une et trois applications. Donc ça fait quand même pas mal d'applications en production. Alors je tiens vraiment beaucoup au mot production parce que on parle de no code, et souvent quand on parle de no code quand vous regardez sur LinkedIn, même sur les sites internet, etc., c'est souvent pris pour faire des petits protos, des petites applications. C'est pas notre cas. On est vraiment sur une application avec une certaine maturité, une grande maturité même, et on arrive à vraiment être directement utilisé en production par les utilisateurs avec des applications qui ont une certaine criticité en plus. Donc voilà, je voulais juste le petit aparté sur le mot production. Euh, donc concrètement, comment ça fonctionne? Vous avez un studio, hein. Vision propose un studio qui permet aux concepteurs d'applications de créer leur application au travers de différents modules, hein. Si on a le temps, je vous montrerai un peu tous ces modules. Ils sont ici. Voilà, vous avez des modules de modélisation de base de données, des modules de design d'interface un peu classique qu'on peut retrouver, vous savez, du drag and drop, ce qu'on peut trouver sur du Figma ou d'autres types de modélisation. Vous avez des outils de création de logique, ce que nous on appelle des workflows, hein. Voilà, vous allez créer la logique de votre application, vous allez dessiner la logique de votre application, hein. Donc c'est vraiment du no-code, hein. Il n'y a pas de code. Maintenant, il y a quand même un peu de logique à avoir pour pouvoir créer et concevoir ces workflows. On a les modules de connexion d'API. J'essaierai de vous en montrer une d'ailleurs dans cette présentation. Aller se connecter à une application autre, à une API autre pour pouvoir récupérer de la donnée, exploiter cette donnée. Hein, généralement, maintenant, les applications sont toutes connectées entre elles. Donc voilà, c'est ce module-là. Et puis, alors ça, je vous le montrerai pas, mais c'est la partie de déploiement. Là, on n'aura pas le temps de passer sur cette partie-là. Mais vous allez pouvoir déployer vos applications facilement. Euh, donc je vais directement basculer sur le studio. Voilà. Juste un point quand même sur les clients finaux, hein, ceux qui utilisent les applications, ils ont un module qui s'appelle le player et qui vont récupérer cette application créée par le studio et va pouvoir être jouée sur du web, tout simplement sur votre navigateur web, et aussi sur du mobile.
et sur le mobile, à la fois sur Google et sur iOS. Alors nous on utilise une technologie qui s'appelle Progressive Web App, qui nous affranchit des stores, des stores, les Google Play et les App Store, et vous pouvez directement déployer vos applications en envoyant un lien à vos clients. Alors c'est pas un site internet, hein, c'est vraiment une technologie Progressive Web App où vous avez une application qui s'installe sur le smartphone de vos utilisateurs et peut être jouée aussi en mode déconnecté, hein, pas obligé d'être connecté directement au serveur. Donc c'est vraiment une technologie un peu particulière. Bon, voilà, là je vous montre le studio. Je pense que oui, je partage bien. Oui, je suis en train de vérifier. Je vais mettre en plein écran, ça sera plus simple pour tout le monde. Donc, comme je vous disais, vous avez dans le studio, donc pour le concepteur d'application, un certain nombre de modules à disposition. Ici, nous avons un module de modélisation de base de données. Ici, vous allez avoir un module de création d'interfaces. Je sais pas, je peux prendre des interfaces comme celle-ci ou celle-ci. Enfin voilà, vous avez un certain nombre de possibilités à faire avec notre technologie. Vous avez également, voilà, vous avez tout un tas. Voilà, c'est mon serveur de démonstration, donc j'ai pas mal de visuels à vous montrer. Mais vous allez pouvoir concevoir le look and feel, hein, quelque part de vos applications. Donc ça, c'est le second module. Le troisième module dont je parlais, c'était les modules de workflow de logique métier. On va le voir après, et un module d'apéisation. Bon, vous pouvez générer des rapports, vous pouvez traduire, générer des fichiers de traduction, parce que vous avez des fois, ça nous est arrivé pour certains de nos clients qui ont des applications internationales où il faut traduire les applications, vous avez d'autres modules. Donc, je vais prendre un cas un peu concret. La dernière fois que j'avais présenté, je crois que j'avais fait la création des comptes du cluster Pays Basque Digital. Je crois que j'avais pris ça. On va rester sur ce même thème-là parce que je pense qu'il est assez parlant. On va se créer une petite application assez rapide comme ça pour vous montrer. Le premier module, c'est le module de base de données. Nous, on est vraiment data-centrique. C'est-à-dire que nous, on aime bien définir d'abord les modèles de données. Une fois que les deux modèles de données sont bien définis par rapport à une problématique, bien sûr, hein, il y a toute l'analyse en amont qui a été faite. Eh bien, une fois qu'on a ces modèles bien définis, on va pouvoir créer les interfaces, se connecter à d'autres API, etc. Si je prends le cas, par exemple, on va créer un modèle. Alors nous on appelle ça des smart modèles. Bon, parce qu'on a tout un tas d'éléments qu'on rajoute à la modélisation. Mais prenons le cas d'une entreprise. Donc je vais créer un modèle entreprise. Et puis on va rajouter des entreprises par exemple sur une interface de back office, par exemple du cluster Pays Basque Digital. Imaginons, c'est pas vrai, mais bon, c'est pas grave, on va le faire quand même. Donc on va créer un modèle entreprise. Je vais lui dire qu'une entreprise c'est quoi? Une entreprise a un nom. Donc par exemple, voilà, je vais mettre nom. Bon, c'est raison sociale, mais vous me pardonnerez la terminologie. Je sais pas moi, un sirène. Un sirette aussi, mais voilà. Et puis par exemple, un dirigeant. Voilà, par exemple. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'en quelques clics, vous avez modélisé votre donnée. Alors vous savez, pour ceux qui font du code, hein, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup dans l'assemblée ici, il y en a quelques-uns. Bon, créer des modèles, c'est toujours un peu fastidieux, c'est toujours un peu long. Là, en quelques clics, on a créé notre modèle, hein, le modèle entreprise, avec une propriété nom, sirène et dirigeant. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a des petits, je zoome un peu là, vous avez des petits, voilà, un petit AA là qui indique que c'est de type chaîne de caractères. Vous pouvez transformer, mettre que c'est une date. Bon, ça n'a aucun intérêt ici. Un number. Enfin, vous avez un certain nombre de types que vous pouvez mettre, et vous pouvez aussi composer vos modèles, faire une modélisation un peu plus complexe. Oui, j'en ai une ici, par exemple la voiture. Vous avez une location ici, une location, elle est liée à une voiture, elle est liée à un client. Une date de début, une date de fin, un prix, on pourrait rajouter d'autres propriétés. Et donc on voit qu'il y a ces fameux liens, hein, qui se créent. Comme je vous dis qu'on est data-centrique, voilà, la modélisation prend une part assez importante pour nous. C'est important de faire une bonne modélisation. Donc voilà, ici on a dans la voiture, on a des marques, année de mise en service, dernier contrôle technique, modèle immatriculation. Bon, je vous passe un peu les détails. Pareil pour le client, nom, prénom. On pourrait rajouter pas mal de propriétés. On a des clients qui s'en privent pas, hein. On a des clients qui nous mettent plus d'une centaine de propriétés dans les modèles. Personnellement, je le recommande pas. Mais enfin bon, voilà, on a des fois des clients qui nous font ce genre de choses. Bon, si on revient un peu à notre entreprise, bon voilà, j'ai créé un modèle entreprise, donc avec nom, sirène, dirigeant. Vous voyez qu'il est marqué en rouge. En fait, ce qui l'embête actuellement, c'est que j'ai pas mis les droits et des sécurités ici. Alors je m'embête pas, hein, pour la démonstration. Je dis que tout le monde a le droit à tout sur ses propriétés et sur le modèle en lecture et en écriture. Je l'applique à tous les champs. Ça veut dire quoi? C'est parce qu'en fait chacun des champs peut
avoir une permission un peu différente. Là, on peut avoir par exemple le sirène, bon voilà, imaginons que le sirène soit privé, eh bien on peut le faire. On a aussi des aptitudes, par exemple, on pourrait rajouter des documents à l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir, dans l'objet entreprise, on va pouvoir lui ajouter des documents et ces documents sont indexés dans notre moteur d'indexation pour pouvoir aller indexer chacune des pages. Et plus tard, si vous voulez faire une recherche, je voudrais retrouver je sais pas moi, dernier, je sais pas moi, le dernier relevé ou j'en sais rien. Vous allez pouvoir faire cette recherche et il va rechercher tous les documents qui contient la chaîne dernier relevé et puis il va vous retourner le document et en plus il va vous dire, ben voilà, sur ce document-là est rattaché à tel objet, tel objet. Donc voilà, ça peut être assez puissant de le faire. On peut géolocaliser, bon pour une entreprise éventuellement pourquoi pas, des signatures numériques, des tags, des magnétos. Vous pouvez rajouter un certain nombre d'aptitudes et c'est pour ça qu'on appelle ça des smart objets. Enfin, des smart modèles en l'occurrence, vous avez compris qu'ici c'est un modèle et pas un objet. Une fois que j'ai créé mon modèle entreprise, je vais le publier. Voilà, donc il me dit, vous êtes sur le point de publier vos smart modèles, voilà, un ajout, voilà, très bien. Donc là, j'ai publié mon smart model, et maintenant il est exploitable dans mon application, enfin, dans la construction de mes applications. Donc là, quand je vais dans application, alors, je vais m'en faire une, je vais créer un petit répertoire, voilà, Pays Basque, allez, je vais même l'appeler cluster. Pays Basque, voilà. J'ai créé un répertoire cluster Pays Basque et ici je vais faire clic droit. Alors je peux rajouter une application web ou une application mobile. On fait pas des applications responsives. C'est pas notre cas, c'est pas notre use case. En fait, nos clients, ils ont soit des besoins mobiles, soit des besoins web, et on fait pas du site internet en gros. On pourrait, voilà, si vous avez besoin de comprendre les différences qu'on a avec certains de nos concurrents qui sont plus site internet, des choses comme ça, nous on est vraiment application aux entreprises avec toutes les problématiques des entreprises. Je reviendrai là-dessus. Donc je vais faire une application web et je vais l'appeler, je sais pas, back office. Cluster Pays Basque Digital. Voilà, très 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 inspiré. Donc dès que j'ai créé ma petite application, ça m'a ajouté une page dans mon application. Je vais refermer ici pour nous faire un peu plus de place. Et en fait, cette application, bon alors c'est de base, c'est en Full HD, mais on peut changer éventuellement toute la partie graphique évidemment. Je vais mettre un joli, j'en sais rien, je suis pas très inspiré. Voilà, très bien. Voilà, parfait, on va faire ça comme ça. Et puis voilà, donc une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir composer vos applications. Donc là c'est la partie graphique, on a fait la partie modèle, là c'est la partie graphique. Là vous avez les thèmes de l'application, par exemple si le bleu vous plaît pas, et en l'occurrence moi il me plaît pas, donc je vais le changer. Attendez, hop, je copie-colle mon petit code. Voilà, le bleu me plaît pas, je vais mettre un bleu comme ça, hop. Alors ça c'est pas un bleu, c'est un vert. Bougez pas, hop. Tac. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà. On peut éventuellement le choisir, mais moi c'était vraiment ce bleu-là qui m'intéressait. Vous avez des widgets ici que vous allez pouvoir drag and drop. Hein, vous pouvez composer votre page. Et par exemple, moi je veux voir une page sur un back-office, je vais avoir une notion d'entête. Voilà, je vais mettre hop, une en-tête, donc directement ça s'est mis en haut, mais vous allez voir que vous allez pouvoir complètement le modifier. Hein. Je vais aussi avoir je vais gérer des entreprises, donc je vais probablement avoir des tableaux, un tableau d'entreprise par exemple, hop, je vais en mettre un ici. Pour l'instant, je juste drag and drop des éléments, et puis parce que je fais un peu attention au graphisme, mettons, je vais prendre un petit logo ici. D'ailleurs le logo je vais peut-être pouvoir directement je drag and drop un élément ici, hop, voilà, j'ai une magnifique entreprise. Alors il n'est pas du tout bien taillé, mais peu importe, c'est pas très grave. Voilà, mettons, et puis voilà, donc j'ai composé ma page. Alors quand vous composez votre page, vous pouvez tout remodifier. Hein. Je vais sur l'onglet arborescence et là je vois l'intégralité des éléments que ça m'a créé. Alors vous voyez que le tableau est en rouge, on va voir pourquoi. Hein. Parce que je ne vais pas donner de source de données, je ne vais pas donner de modèle, donc il dit non ça va pas, il me faut quelque chose d'un peu plus concret. Je vais prendre par exemple ici les éléments de navigation, je vais les placer. On peut vraiment faire ce qu'on veut, hein. C'est-à-dire qu'ici, moi, le header, j'en veux pas, je le supprime. Je vais mettre mon joli petit logo qui est un peu trop grand, hop, je vais le modifier.
construisez assez facilement. Alors pour ceux qui ont l'habitude de faire un peu de code, bah vous savez que c'est parfois un peu compliqué enfin c'est pas compliqué, mais ça prend énormément de temps à créer des interfaces et à les créer de manière intéressante et fluide. C'est pas forcément le cas tout le temps. Vous avez, suivant les frameworks, vous avez des choses très compliquées. Là, bah, je drag and drop, vous avez vu, je déplace, je discute, je mets des éléments assez facilement. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des éléments réactifs, hein. C'est pas juste du visuel ou du graphique, hein, que l'on met. Typiquement la home ici, moi ça m'intéresse pas, je vais dire que ça s'appelle pas home, mais que ça s'appelle... alors attendez, c'est celui-ci la home, voilà. Je vais l'appeler, je sais pas moi, entreprise. Voilà par exemple. Entreprise. Désolé, j'ai des moufles ce matin. Voilà, entreprise. Info, ça m'intéresse pas, ça va être, je sais pas moi, adhérent. Bon, peu importe, on peut vraiment customiser tous les éléments. Vous avez vu, sur chacun des éléments, vous allez pouvoir modifier à droite, à gauche, la police, le type de police, les couleurs, etc. Les ombres, si vous voulez faire des ombres. Bon, vous vous retrouvez avec ce qu'on a assez fréquemment sur les produits Adobe aussi, sur Figma, qui est un outil aussi de design qui a été racheté par Adobe aussi d'ailleurs au passage. Voilà. Si on revient sur ce tableau-là, vous avez vu qu'il est en rouge. En fait, ce qu'il attend, c'est tout simplement une source de données. En fait, bah, il me dit c'est gentil, j'ai mon tableau, mais il me faut une source de données. Donc, on a la possibilité. Alors, je vous le fais un peu rapidement, hein, mais vous pouvez facilement rajouter des sources de données. Donc là, je vais rajouter une source de données. Je vais l'appeler entreprise. Vous nommez vos sources de données et je vais aller chercher mes smart objets de type entreprise que je viens de créer, hein. C'est pour ça qu'on dit qu'on est data centric. Vous avez vu que j'ai quand même fait ça au préalable, au passage. Donc là, j'ai créé une source de données qui s'appelle entreprise, voilà. Et tout simplement, lui, je vais lui dire, bah, tu vas aller me rechercher la source de données entreprise. Et quand je vais cliquer ici, bah, vous avez vu qu'il m'a mis nom, sirène, dirigeant, qui étaient les colonnes, hein, que j'ai créées, hein, les modèles que j'ai créés. Alors après, il m'a rajouté des éléments aléatoires, peu importe. C'est pour le design, on peut faire tout ce que l'on veut. Et là, directement, bah, si je lance un petit aperçu de mon truc, alors là, lui, il n'a pas encore chargé, mais peu importe, on a un premier tableau qui est arrivé. Euh, Autre point important, bah maintenant c'est bien, j'ai mon truc d'entreprise, mais j'aimerais bien en créer des nouveaux. Donc je vais aller dans Widget, je vais me faire un petit bouton, voilà, je vais mettre un petit bouton. Bon, je suis pas le roi du design, hein, d'accord. M'en voulez pas, mais bon, c'est juste pour montrer, je vais ajouter entreprise, bon, voilà. C'est pas très... Alors je pourrais mettre un petit icône plus parce que je suis un peu... Voilà, très bien, plus, voilà, plus, ajouter entreprise, voilà, parfait. Et en fait, ce bouton entreprise bah, va me permettre d'ajouter des entreprises dans mon tableau. Mais comment je vais faire? En fait, je vais passer à la partie, je dirais, logique du studio. Donc là, je peux tout simplement lier une action. Quand je vais cliquer ici, je vais choisir un workflow, et on va voir de suite après. Et là, il faut que je crée mon workflow, donc je ne l'ai pas créé. Donc je reviens ici et je vais créer un workflow, ajouter un workflow, je sais pas moi, ajouter entreprise. Bon, je mets le nom que je veux, mais voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'un workflow dans Vision? Et c'est un peu l'élément différenciant que l'on a avec d'autres outils no-code. C'est que pour nous, un workflow, c'est une succession de tâches génériques liées entre elles par des transitions. Et en fait, vous allez pouvoir avoir une logique complètement personnalisée, ce qui n'est pas forcément le cas si vous allez taper sur du Bubble, sur du Notion, des choses comme ça. Là, vous allez pouvoir vraiment faire des choses extrêmement spécifiques. Par exemple, bah, si je veux créer une entreprise, bah, je vais rajouter un nœud qui s'appelle départ, parce qu'on commence par le départ, et puis je vais drag and drop, et puis je vais aller créer un modèle, enfin un objet issu du modèle entreprise. Donc par exemple ici, un smart objet, donc c'est créer un smart objet, et je vais chercher mon modèle entreprise. Voilà. Là je vais créer un objet entreprise qui est vide, hein, pour l'instant, et puis je vais afficher un petit formulaire à l'utilisateur, parce que il va falloir qu'il saisisse des informations. Donc je vais utiliser la tâche formulaire. Alors, vous avez vu, hein, cette tâche formulaire, elle est vide pour le moment. D'ailleurs, là, le correcteur, il me dit attention, t'es gentil, mais il me manque quelque chose. Forcément, il y a la petite étoile qui est là, donc il lui faut quelque chose. Là, c'est un formulaire générique, donc un formulaire de tout et de n'importe quoi. Ça veut rien dire, donc nous, on le détecte comme disant, ben là, il manque une information. Mais je veux simplement dire que l'objet que j'ai créé ici, l'objet issu du modèle entreprise, précédemment créé, je vais l'ajouter au formulaire.
Et là, de suite, je vais contextualiser mon formulaire, et là, mon formulaire va devenir valide. Et là, je vais appeler, je sais pas, ajout entreprise. Voilà. Et puis je vais faire fin, il n'est pas obligatoire, mais c'est voilà, c'est juste pour voilà. Donc là, j'ai créé un petit workflow assez simple en fait, qui me dit je crée un objet, je mets un formulaire qui va me saisir les informations de l'objet, puis je vais terminer. Bon, je peux le lancer, hein, je peux vérifier. Là, effectivement, il me fait nom, sirène et dirigeant. Bon, je peux mettre n'importe quoi, j'ai pas mis de contrôle, mais je pourrais mettre des contrôles sur chacun des champs. Et puis voilà, mon workflow est assez simple. Donc là, il va rajouter dans la collection, dans la collection entreprise, il va rajouter une entreprise. Bon, je publie mon workflow, il est très très simple, hein, très très bête, mais il fait ce qu'on veut. Vous voyez que là, il me le met en rouge aussi, hein, parce qu'il aime pas, il me dit tu as ajouté un bouton, mais tu l'as lié à rien du tout. Donc je vais cliquer sur ajouter entreprise, je vais aller dans comportement, workflow, et puis je vais aller chercher mon ajouter, comment je l'appelais? Ajouter entreprise, voilà, c'est ça. Alors là, il faut lui indiquer pour qui. Hein, ça c'est important. Bon, moi je suis dans ce contexte, je suis admin éditeur, mais on pourrait créer des groupes de sécurité. Je suis pas venu, mais on peut vraiment créer des groupes de sécurité à la volée. On peut les se connecter à un Active Directory. Voilà, on peut faire ce genre de choses, c'est tout à fait faisable. Surtout dans le cas dans notre positionnement à nous qui est très très entreprise, évidemment qu'on se connecte et qu'on gère la sécurité. Mais là en 30 minutes, c'est un peu compliqué de partir sur ces éléments. Bon voilà, donc là j'ai ajouté le fonctionnement ajouté entreprise. Je vais lancer. Bon, la photo, décidément, elle veut pas. Bon, je sais pas pourquoi, c'est l'effet démo sans doute. Donc, je vais ajouter une entreprise. Bah voilà, vous voyez, dès que j'ai cliqué sur ajouter entreprise, il me joue directement l'élément entreprise. Je vais l'appeler Toto, sirène 1, 2, 3 et dirigeant, blabla. Voilà. Et je vais faire suivant. Alors, j'ai rien d'autre. Et là, vous avez vu qu'il a directement mis ici. Pourquoi? Parce que souvenez-vous qu'on a créé la source de données qui était liée à l'entreprise. Et comme ça, vous allez pouvoir ajouter des éléments. Je mets n'importe quoi. Voilà. Etc, etc. Donc là, vous avez déjà vu, j'ai fait une partie du CRUD. Alors, vous pouvez sélectionner des éléments. Alors, j'ai pas du tout customisé le tableau. Hein. Vous pouvez faire des filtres. Vous pouvez donner la possibilité à vos utilisateurs de déplacer les colonnes, d'enregistrer leur paramétrage, etc. Bon, c'est le widget tableau, mais vous avez d'autres widgets à votre disposition et vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi dire que, par exemple, je veux pas afficher le sirène parce que ça m'intéresse pas, ou voilà, vous pouvez faire des recherches, etc. Donc ça, c'est une manière assez simple finalement de créer des éléments. Maintenant, si on veut être un peu plus performant, je dirais, on va aller se connecter à une API qui, elle, va nous récupérer des informations. Alors, en préambule hein, à cette présentation là au Pays Basque Cluster Digital, j'ai créé un petit Smart Flow. Donc c'est pas un workflow, c'est un Smart Flow. La différence, c'est le même outil, hein, sauf que la différence c'est qu'il y a des tâches qui sont graphiques dans le workflow. L'affichage du formulaire, vous avez d'autres types d'éléments graphiques, des listes, des choix, des choses comme ça. Mais le Smart Flow, lui, il est vraiment là pour des flux de données. Donc il n'y a pas d'interface, par contre il va y avoir des nœuds un peu spécifiques. Se connecter à des API, se connecter à des bases de données, à des serveurs FTP, etc. Et ça c'est vraiment le propos des SmartFlow. Donc on va dans APIisation, et j'en ai fait un ici, j'ai pris une API gouvernementale, enfin proposée par api.gouv.fr plutôt, pardon, et qui est libre de droit et qui n'a pas d'authentification, je pourrais avoir des authentifications. Je pensais que ça allait être très très simple, en fait l'API est très très mal fichue. Donc j'ai dû complexifier les choses, mais c'était intéressant. Pourquoi? Parce que la vraie vie, c'est ça. La vraie vie, c'est je ne me connecte pas aux API Google et puis ça marche directement. La vraie vie, c'est je vais me connecter à une JET d'un client. Cette JET, elle est faite par un éditeur tiers qui a fait une API. Il n'a pas respecté, je dirais, les éléments des API REST, etc. Il me change les modèles suivant le type de retour que j'ai. Enfin, ça, c'est la vraie vie. Hein. On a souvent ce genre de cas et c'est là où notre outil prend toute sa valeur par rapport à des bubbles ou des choses comme ça qui, eux, ont des collections de connecteurs, mais jamais ça va avec le besoin de vos clients. Donc là, concrètement, qu'est-ce que fait ce SmartFlow? Je vais le lancer déjà. Donc, forcément, alors là j'ai des entrées, hein, c'est un SmartFlow qui nécessite d'avoir des entrées. Je veux saisir le nom d'une société, et je veux retourner les informations issues de cette société. Par exemple, j'avais présaisi Algotech, mais on va pouvoir s'amuser à d'autres. Si je fais démarrer, le workflow est joué et là vous avez vu, alors ça c'est un peu plus technique, je suis désolé pour l'audimat, mais ici vous allez avoir les résultats de mon SmartFlow qui me dit voilà, ça m'a créé un objet qui s'appelle prépa, peu importe le nom, et qui a trois informations, la raison sociale, le sirène et le président. Mais on pourrait très bien mettre, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient connectées, par exemple si je mets
Je crois chocolat, je crois que j'avais vu qu'il y a des personnes. Par exemple, pareil, si je mets chocolat ici, je vais avoir, ben voilà, j'ai trois résultats, chocolat avec des sirènes un peu différents. Ouais, c'est ça, c'est les sirènes qui sont différents. Voilà. Ou bien sig tirer image par exemple. Ça, c'est des informations publiques, hein, d'accord. Je vais pas, je m'amuse pas à aller. Et là, par exemple, voilà, là, ça va me chercher des différents éléments. Alors, voilà, c'est l'API qui fonctionne comme ça. Hein, je suis pas responsable des données. Mais en gros, qu'est-ce que fait ce SmartFlow là? Ben, en fait, il lance une première requête API. Donc c'est un get avec une URL recherche.entreprise.api.google.fr, c'est une URL publique, hein. Et là ça me remplace par rapport à l'entrée que j'ai mis, hein. J'ai tapé Algotech, j'ai mis chocolat, j'ai mis Sigimage, et ça me construit l'URL et ça l'injecte là-dedans. Alors on peut faire des choses très complexes, hein, avec des headers, des paramètres, des bodies, enfin c'est carrément un call API, hein, tel qu'on les connaît. Vous pouvez vraiment paramétrer. Et du coup, ça va me ressortir un élément, on ne sait pas quoi, parce que quand ça vient d'une API, on ne sait pas quoi. Et c'est tout le propos des explorer un objet, etc. Il y a aussi transmuter, voilà, c'est mapper des objets. L'objectif en fait là-dessus, c'est d'aller requêter l'extérieur et de le ramener sur quelque chose que l'on connaît. Moi, le quelque chose que l'on connaît, c'est l'objet prépa. Dans l'objet prépa, le modèle prépa qui contient sirène, raison sociale et un président. Alors, j'ai masqué ici le calcul du président parce que c'est très compliqué, l'API est très très mal fichu. En fait, suivant que ce soit une personne physique ou une personne morale, il va me mettre des informations avec des variabilités. Donc je vous ai masqué un peu la complexité, néanmoins je l'ai fait, ça m'a pas pris longtemps de le faire. J'aurais voulu que ça soit trois bots qui se connectent, mais voilà, ça n'a pas été le cas parce que l'API est mal faite. Mais ça c'est la réalité. C'est pour ça que c'est intéressant. Donc là, ça me génère un objet prépa avec le nom, la sirène, enfin le sirène, le nom et puis le nom du président. Bah, je vais faire évoluer juste mon workflow, celui que je vous avais montré, ajouter une entreprise, voilà. Bah, je vais le faire un peu évoluer, ou j'en crée un autre. Peut-être que je peux en créer un autre. Je peux créer des versions différentes. Allez, je vais mettre, allez, on n'est pas avare. Ajouter entreprise via API. Voilà, bon, je suis très très explicite. Ah, je l'ai mis là, pardon. Hop, voilà, je vais le mettre là. Allez, j'ajoute un nœud départ. Cette fois-ci, bah, je vais poser une question. Hein, je vais poser une question. Euh, tac, donc ça va être saisir un texte. Voilà, saisir un texte. Je vais l'appeler nom de l'entreprise. Donc mon workflow va faire ça, hein, c'est-à-dire que je vais poser une question à la personne. Nom de l'entreprise, ça me retourne quelque chose ici. Donc je vais le mettre entreprise. Voilà, très bien. Et puis là, je vais faire ce qu'on appelle l'appel à un smart flow. Donc je vais appeler le smart flow que je vous ai montré juste avant. Donc c'était comme on l'avait appelé search, je crois. Voilà, Gouv search. Et le Gouv search en fait va me dire, ben voilà, c'est bien, mais par contre j'ai besoin d'une entrée qui est le nom de l'entreprise. Bah ça tombe bien, c'est celui que je viens de saisir, que je vais me demander de saisir à l'entreprise, enfin à l'utilisateur, pardon. Et donc vous avez vu qu'il y a les traitements d'erreurs et de succès, hein. Je vais pas me prendre la tête à traiter les erreurs, à faire des pages, des machins, vous vous êtes trompé ou machin, non. Mais je pourrais le faire, hein, je pourrais le faire. Et là, qu'est-ce que je vais faire? En fait, vous avez vu que la sortie ici, c'est une liste d'entreprises. Donc je vais faire une liste, je vais demander à l'utilisateur de choisir tout simplement. Je ne vais pas trop me prendre la tête pour pour celui-là. Voilà, voilà, donc choix ou entreprise recherchée. Pas du tout. On s'en fiche, c'est pas grave. Et je peux dire que, comme il a détecté que c'était de type prépa ici, bah, je veux dire que bah, tu vas m'afficher la raison sociale, le sirène et le président, bah, les trois informations. Voilà. On peut afficher jusqu'à trois informations dans les listes pour sélectionner. Et là, en fait, ici, la sortie, hein, là vous avez les entrées, là vous avez la sortie. La sortie ici, bah, c'est l'entreprise qui a été sélectionnée, donc je vais l'appeler sélection par exemple. Et cette sélection-là, en fait, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement bah, créer un objet. Je vais créer un objet smart objet. Là où dans mon précédent workflow, on l'avait créé et puis on avait mis un formulaire, bah là, tout simplement, je vais le pré-créer pour éviter que les utilisateurs aient à le faire. Donc, je vais mettre mon magnifique objet entreprise ici. Et dans cet objet entreprise, eh bien, bah, on a le nom, le sirène et le dirigeant. Bah, ce que je vais faire, je vais simplement faire un mapping entre ce que me redonne l'API et ce que j'ai besoin pour moi, pour être dans le monde connu chez moi, sur des objets qui s'appellent entreprise. Voilà, donc je vais faire ajouter un nœud, c'est la sélection, voilà. Et dans la sélection, c'est lui, hein, d'accord, c'est lui. Mais ici, je vais pouvoir sélectionner la raison sociale, le sirène et le président.
La raison sociale, eh ben, c'est le nom. Le sirène, ici, et le président, c'est le dirigeant. Bon, peu importe. Hein, d'accord. Et une fois que j'ai créé ça, eh bien, je pense que c'est terminé. Je pense que je vais pouvoir terminer comme ça. Enfin, bon, on peut le tester, hein. Tout simplement, je vais faire aperçu. Le nom de l'entreprise, allez, Algotech. Je cherche Algotech. Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, il m'en a trouvé un. Algotech Informatique, Jump Conseil. Je finis. Et là, j'ai terminé. Donc, je vais publier. Ça m'intéresse. Je vais le publier et je vais simplement le changer ici. Donc, ajouter une entreprise. Au lieu d'ajouter un truc un peu simple, bah, je vais mettre un. Voilà. Alors, c'est pas ajouter. C'est ajouter entreprise via API. Voilà. Ajouter. Alors, il faut que je remette les droits. Voilà, admin éditeur. Voilà. Et là, normalement, c'est bon. Bon, lui, je sais pas pourquoi il a pas voulu me le mettre. Bon, peu importe. C'est pas grave. Bon, il veut pas, il veut pas. Voilà. Alors vous avez vu que ce que j'avais rajouté précédemment n'y est plus. Parce qu'en fait, ici on est en mode debug parce qu'on est sur le studio. Donc on n'est pas en mode production. Donc je peux pas créer de l'information. Il faudrait que je le joue pour de vrai. Et dans ces cas-là, ça créerait bien les informations. Donc quand je fais ajouter une entreprise, bah là maintenant il me donne le nom de l'entreprise. Bon, on va remettre notre chère entreprise Algotech. Voilà, il me dit Algotech informatique, voilà, avec le sirène et le A. Et directement, hop, ça me l'a rajouté. Mais si je mets, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on avait dit, bah, par exemple, Matsia, hop, pareil, hop, ça a été créé. Voilà, et puis ici, je sais pas moi, on avait dit Sigimage, hop. Et là, il y en a plusieurs, mais c'est celui-là qui m'intéresse. Voilà. Et voilà, cette fois-ci, j'ai été chercher de l'information via une API et j'ai été la consolider chez moi dans l'interface. Donc en fait, je vous ai montré un peu très très vite hein, l'ensemble des modules que l'on a. On peut faire des choses très très complexes. On a des clients qui n'ont pas du tout d'interface graphique. Hein. Parce que chaque fois qu'on crée des smart flows chez nous, ça crée des API qui sont appelables à l'extérieur. Donc on a des entreprises qui se servent de notre outil uniquement en gestionnaire d'API, en transformation de données, mappant des données, etc. Donc ça c'est des choses ça fait partie des use cases de notre application. Par exemple, ajouter une entreprise via API. Si je vais directement sur ce smart flow là, voilà, là vous avez vu, j'ai une URL qui est créée, Lab, Algotech, Vision API, Connector, Search. Alors j'ai mis du get, mais ça aurait très bien pu être du post. Enfin voilà, vous créez ce que vous voulez, et puis vous générez automatiquement les swaggers et les documentations justement pour vos partenaires. Bon, j'ai été assez rapide. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat, donc j'ai été limpide peut-être, ou pas, je sais pas. Moi, du coup, j'avais quelques questions. Oui. Ah bah, super. La première, c'est l'application générée, elle est hébergeable n'importe où. Qu'est-ce qu'il faut en fait pour pouvoir la faire tourner? En fait, quand on livre un Vision, on livre le Vision avec donc le studio, le player automatiquement. Je peux publier l'application et par exemple, je crois que j'en avais fait une ici. Ça peut s'installer. Enfin, vous avez carrément l'instance de Visio qui est livrée. Hein, donc ça peut être joué sur n'importe quel navigateur quoi. Ah bah ouais, voilà. Ah là, vous avez vu que Oui, mais c'est plutôt je pensais à l'hébergement en fait. Ah, nous on est sur c'est la partie que je vous ai pas montré, c'est la partie center effectivement qui vous permet de créer vos instances Vision et c'est sur du cloud type Amazon ou Azure éventuellement. On peut l'installer sur un cloud, n'importe quel autre cloud aussi. Ça c'est du on-premise. Bon, c'est pas notre préférence en termes de maintien, de support, de choses comme ça, mais on peut le faire. Oui. Et certains de nos clients l'ont. Hein. D'accord. Vous avez des hébergeurs Saclim Cloud ou pas? Bah après, on peut prendre des options sur nos hébergeurs effectivement. Et quand c'est un peu trop sécurité, parce qu'on a eu ce genre de demande, généralement c'est le client lui-même qui propose directement ces hébergements. D'accord. On n'a pas de SaaS souverain encore en France, donc bon, là-dessus, voilà, c'est toujours un peu compliqué parfois. Oui, donc le client peut Pour- l'héberger dans son système, du coup.
Il peut, mais c'est lui. Voilà, nous on est éditeur de logiciels. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à aller faire la maintenance de ces serveurs ou quoi que ce soit. C'est pour ça on y va très très doucement là-dessus parce que c'est pas notre objectif. Ouais. Avec le SAT, L'architecture, elle est complexe. je dirais un groupement d'images Docker en fait. On a sur du Docker Swarm D'accord. qu'on peut publier. Donc c'est assez facile d'installer si vous acceptez le Docker. On a des clients qui n'acceptaient pas le Docker, donc ils ont dû se prendre la complexité d'installation. Mais c'est leur problème après tout. Nous, on propose une solution clé en main où on va créer des instances dédiées, hein, vraiment dédiées pour le client avec une instance par environnement. Hein, c'est-à-dire que vous avez l'environnement de développement, qualification et production. Et via l'outil que je ne vous ai pas montré qui est en cours de réalisation, vous allez pouvoir déployer sur les différents environnements avec les accréditations que vous aurez paramétrées. Voilà. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Ah, Asparin, on vous entend pas. C'est coupé. Ouais, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on peut afficher du JS, par exemple, nous, dans tous nos projets, on finit par une IHM, donc on a une API REST, on envoie du C++, par le C++, on provisionne la BDD de l'API REST, et ensuite, on a un site dans lequel on va avoir un peu le genre de supervision avec des graphiques en charte JS et tout ça. Et ce genre d'outil le fait aussi, par exemple. On pourrait faire un petit superviseur assez facilement avec ça. Oui, alors il nous manque le widget de charts encore. C'est quelque chose qui est dans la roadmap. Mais oui, on a nos D'accord. clients qui utilisent beaucoup Vision pour de la supervision. Ouais, ouais. Ouais, voilà, Alors parce sans que jeu de mots, sans jeu de mots. ouais, parce que c'est vite fait là du coup. Ouais. Oui, oui, drag and drop, assez facile. On peut faire des choses assez complexes au niveau de l'algorithmie. Je vous ai pas montré On a une soixantaine de nœuds génériques. C'est vrai que je l'ai pas montré, mais vous pouvez envoyer des emails, vous pouvez Mm. zipper des informations, générer des rapports, prendre des photos, scanner des QR codes. Vous pouvez faire tout ça en fait de manière assez simple finalement, en drag and drop des box et en les liant entre elles. D'accord. J'ai une petite question. Quand tu as défini ton modèle de données à l'origine, au départ de la création de ton appli, Oui. des fois, les MCD viennent à changer. Euh, comment euh, comment ça se répercute sur l'application, enfin les conséquences? Alors on peut, Mettons, j'ai ouais. un changement de type où on sait qu'il y en a qui sont possibles, pas possibles, ce genre de choses. Ouais, ça arrive, ça arrive assez souvent, effectivement, en cours de création, même une fois la production lancée, ça nous est arrivé assez souvent. Bah, on peut rajouter, alors c'est toujours pareil, on peut rajouter des propriétés, ça pousse jamais, enfin, ça a jamais de problème en fait de rajouter des propriétés. Là, je peux rajouter une autre propriété, ça va apparaître Mm, dans le truc. Bon, il n'y aura pas d'informations saisies dedans, mais peu importe. Quand on fait des changements, c'est là où ça peut être un peu problématique. On a un module, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais on a un module de base de données qui, alors par exemple, bah, sur nos entreprises, elles sont vite parce que je suis en mode debug, mais par exemple ici, ici j'en ai sur les voitures, on peut aller faire des modifications et on peut aussi lancer des smart flows en fait pour aller modifier les données, hein, comme des scripts en fait qu'on va faire pour aller modifier les données ouais, si et on change épurer le les données. typage, Ah, ouais, si on typiquement, change le typage, un nettoyage. un changement de typage, un nettoyage. Alors nous, quand on supprime, ils sont dans la corbeille, et ici on peut les supprimer. Voilà, quand on fait une suppression d'un objet, il n'est jamais supprimé direct. Il faut qu'on aille dans la corbeille pour aller supprimer les données en termes de maintenance. Voilà, on a pris ce parti-là. Mais oui, on Ok, peut le faire et c'est vraiment l'avantage de cet outil-là. Quand on fait des changements, bah, ça se fait assez facilement. On a des erreurs qui pointent partout, hein. Les modèles qui changent, forcément, les pages, elles vont dire j'ai un petit problème et Workflow, mais Smartflow aussi. Mais on va les voir directement et on va pouvoir directement modifier. Et ça, c'est vraiment l'intérêt d'un outil comme celui-ci lors du changement. Une fois que la mise en production est faite, ouais. C'est plus simple en tout cas. super. Merci Nico. Merci. Ah, Olivier, tu as levé la Olivier. main. Allez, une petite question de ma part. Donc, on a bien compris que la plateforme permettait de faire, de créer. Comment tu nous conseilles
de préparer ces projets-là? Comment tu fais le brouillon? Qui le fait? Comment ça se passe le pré-projet euh, avant En amont. de mettre les mains Ouais. sur la plateforme? Bah, Qui le fait? c'est comme un projet informatique. Vous avez beau avoir un outil ou un framework qui est performant, si vous avez mal fait vos spécifications, si vous avez mal compris le besoin du client, bon, il y a toutes les chances que vous vous plantiez, même avec un super outil, même avec le nôtre, hein, c'est tout à fait faisable. Donc nous, ce qu'on recommande souvent, et c'est ce qu'on fait nous quand on prend les projets en direct, c'est pas notre modèle favori, vous l'avez compris, on est éditeur, on est plutôt à aller chercher des entreprises qui vont utiliser ces outils pour leurs propres clients, donc on est plutôt vers un modèle de partenariat. Mais quand nous on prend un projet en direct, on fait ce qu'on appelle du design thinking, c'est-à-dire qu'on va aider le client à améliorer sa vision, sa propre vision, parce que c'est souvent le cas, hein. On peut dire que nous on comprend pas, mais souvent le client ne comprend pas forcément son propre besoin. Donc on va faire du design thinking avec le client pour essayer, entre guillemets, d'accoucher des spécifications et de bien connaître son propre besoin. Ça, c'est vraiment en amont de toucher au studio. Il faut d'abord faire ça. Et après, effectivement, une fois qu'on a ça, c'est beaucoup plus simple d'aller découvrir les entités, découvrir les modèles, les liaisons entre les modèles, ce qu'on a vraiment besoin. Souvent, on a, ah, mais moi j'ai besoin. Enfin, souvent, c'est une application mobile. Et puis on nous dit, ah, mais j'ai besoin d'un back-office. Voilà, on oublie souvent que, bah oui, pour gérer des données, il faut aller créer le back-office. Cette étape préalable de design thinking est absolument essentielle. Ouais. Donc c'est vraiment les recommandations et après on a un certain nombre de recommandations aussi en termes de modélisation. Vous avez vu qu'on peut faire des choses assez complexes, on peut faire des modèles récurrents, etc. Enfin personnellement, si on peut faire plus la modélisation est simple, mieux c'est quoi. Bah Nila. Oui, non, je voulais dire aussi, question, vous accompagnez, quand la personne, du coup, elle a fait son travail en amont, vous l'accompagnez pour la prise en main de l'outil? Comment ça se passe? Oui, souvent, en fait, on a plusieurs cas. On a soit le client est lui-même apte à aller créer ses applications parce qu'il a les ressources en Ils sont interne. à l'aise. Voilà, ils sont à l'aise. Alors, soit vous avez affaire à des informaticiens et là, c'est à peine une journée, juste le temps de lui dire les possibilités de la plateforme parce que c'est assez simple pour un informaticien, un développeur, pardon, un développeur. Et pour quelqu'un qui est habitué à utiliser l'outil informatique, on va plutôt compter 3 jours. Voilà, 3 jours de formation pour l'aider. Notre objectif, c'est. Alors, on l'accompagne souvent sur la première application, on l'aide. Et une fois qu'il a compris qu'on a co-construit l'application avec lui, il est indépendant pour aller se créer des applications. On a des clients qui ont même pris des stagiaires issus d'écoles pour aller créer leurs propres applications et ils nous ont fait des applications extraordinaires. Nous, quand on se connecte, des fois, on se dit mais c'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire parce que finalement, nous, on donne l'outil, mais c'est vraiment les utilisateurs qui font eux-mêmes leur produit fini. Qui pousse l'outil. Voilà. Super. Bon, bah, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là à 12h15, 12h16. Le prochain, je vais vous dire aussi le prochain webinaire. Tac, je suis dessus. Le prochain, ça va être Vertego. Donc, du coup, ils vont c'est un organisme de formation qui va nous parler donc des formations IT qu'il propose. Donc voilà pour le prochain. Et puis avant de se quitter, est-ce que c'est possible pour tout le monde d'ouvrir les caméras? On va faire le petit imprime écran pour communiquer après sur les réseaux sur ce super webinaire. Donc je remercie Nicolas, Olivier, toute l'équipe d'Algotech et merci à tous les participants d'avoir suivi la présentation. Salut Arnaud. Merci beaucoup HR aussi d'avoir été présent. Asparin, de partout, Guillaume. Alors est-ce que tout le monde a ouvert les caméras? Génial. Alors, on va faire un grand sourire, un petit pouce si vous voulez. Top, génial, j'en ai plein. Super. Bon, merci beaucoup à tous. Très bon déjeuner et au mois prochain, du coup, ça va être le 6 mars pour découvrir les formations IT de Vertego. Voilà. Et le suivant, je peux même vous le dire aussi, le suivant, ça va être Xavier sur la cybersécurité le 3 avril. Ouais, très bien. Donc voilà, en suivant. Merci Xavier. Merci à Pour la- vous. Merci. Et pour les espérants Merci, et les très bonne digitales journée. qui sont présents, vous pouvez vous inscrire et présenter votre expertise lors d'un webinaire comme ça. On vous fait la com avant, après, pendant, voilà. À très très bientôt. Bon déjeuner à tous. Merci. Merci. Merci, Voilà. au revoir. revoir. Merci Algotech. Merci, au revoir. Merci Manu. Au revoir.